Bientôt 22 h. Merci de nous rejoindre sur France Info et on ouvre à présent une page consacrée à la Syrie et j'accueille nos invités. Laurence Haïm, bonsoir. Bonsoir Julien. Journaliste franco-américaine, spécialiste des États-Unis. Guillaume Ancel, bonsoir. Ancien officier, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette aux éditions Flammarion. Et vous êtes également l'auteur du blog Ne pas subir. Merci beaucoup d'être avec nous. Qatar Abou Diab, bonsoir. Wow. Consultant géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient. Nous accueillons également Younes Belfella, bonsoir. Bonsoir. Enseignant-chercheur à l'université Paris 8, directeur du think tank MedFocus. Vous êtes aussi évidemment spécialiste du Moyen-Orient. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous ce soir. Du soulagement et des questions. C'est le sentiment qui prédomine ce soir dans les réactions internationales au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, qui aurait donc trouvé refuge en Russie. On va y revenir évidemment. Le président syrien renversé hier par un groupe islamiste. Et on va commencer par ces images édifiantes du palais présidentiel de Damas, investi par une foule en liesse. Les dernières images sont commentées par Maryse Burgot. Regardez. Prendre possession de tous les symboles du pouvoir de Bachar al-Assad. Ses chars, mais aussi dans son palais présidentiel, ses aspirateurs, ses fauteuils, ses tableaux, ses tables basses et même ses lustres transportés avec précaution. Tout ça, c'est l'argent du peuple. Tout ça, c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de Bachar. Une véritable chasse au trésor dans un palais en partie saccagé. Cet homme vient de trouver un album en noir et blanc. Hafez al-Assad, le père, posant aux côtés d'un dignitaire libanais. La photo est à leurs yeux une trouvaille. On est venu avec un sentiment de revanche jubilatoire. Grâce à Dieu, on est rentré. On ne pensait pas qu'on pourrait entrer un jour dans ce palais. Dans ce garage situé près du palais présidentiel, des dizaines de voitures de luxe. Sur les réseaux sociaux, les habitants se filment et préfèrent en rire. Tu viens chercher ta Lamborghini, toi ? Plus loin dans Damas, une partie de la résidence du dictateur en fuite a été incendiée. Et il faut désormais piétiner le portrait du père de Bachar al-Assad pour accéder. Et là aussi, les habitants se servent. Les assiettes, les verres à cocktail, les emballages de sacs et vêtements de marques de luxe. Regardez, on a même trouvé du Louis Vuitton. Toutes les pièces sont passées au peigne fin avec humour et dérision. Regardez, c'est la chambre de sa fille. Allez, prends ce que tu veux, ma tante. Prends, c'est ton droit. Et surtout, ne pas oublier de se faire photographier dans ces lieux. On voulait nous laisser dans notre monde, la pauvreté, la privation, les difficultés. Alors je suis venue voir ce qu'ils possédaient et que nous ne possédions pas. Un demi-siècle de dictature et quelques secondes de repos dans un fauteuil près du palais pour réaliser que c'est bien fini. Laurence, qu'est-ce qu'elles vous évoquent, ces images ? Un souvenir de reportage 2003, la chute de Bagdad, avec vraiment les mêmes scènes, c'est-à-dire il faut s'approprier le palais, il faut y aller parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances qui ont été vécues par les habitants. Il faut piller pour garder un souvenir, mais pas simplement un souvenir de mémoire, un souvenir qu'on utilisera dans sa maison comme un lustre. Il faut marcher sur les photos du dictateur, c'est très important. Et vraiment, ça m'impressionne parce que j'ai l'impression de revivre le pillage de Bagdad avec une vraie différence. À l'époque, à l'extérieur du palais de Saddam Hussein, il y avait les troupes américaines qui avaient laissé faire. Et là, les Américains regardent de très loin. On a tous été surpris par la soudaineté de la chute de Bachar al-Assad. Pourquoi ça a basculé aussi vite en quelques jours ? Oui, c'est un effondrement. En termes militaires, c'est clairement un effondrement. 12 jours. Le 27 novembre, les groupes rebelles qui se coalisent, il n'y a pas que l'État islamique, lancent leur opération. Manifestement, ils ont reçu un feu vert qui, pour moi, vient forcément des États-Unis. Ce sont les seuls qui ont la capacité de renseignement pour dire que les Russes n'ont plus de moyens importants, capables de s'opposer à eux. Parce qu'ils ne souhaitaient pas se reprendre des bombardements massifs comme ils les avaient connus les années précédentes par l'armée russe qui soutenait, c'est elle qui défendait en fait le régime de Bachar el-Assad. Et quand ils se lancent, on pense que les combats vont durer quand même plusieurs semaines.
Et en fait, ça s'accélère à une vitesse hallucinante. En 12 jours, c'est terminé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de combat. Parce que l'armée russe n'est plus là. Elle est repliée en Ukraine, pardon, c'est pas en Irak, c'est Laurence qui me trouble. Et puis, c'est une victoire militaire sans coup férir, en quelque sorte. Mais surtout, ça n'est pas une victoire militaire, c'est un régime qui s'est effondré sous les yeux des rebelles. Et du coup, les rebelles sont arrivés d'autant plus vite que, en fait, ils n'ont pas eu d'opposition. On s'attendait à des combats terribles autour de Damas, mais là, l'armée syrienne comprend que Bachar el-Assad va s'enfuir, et à partir de ce moment-là, il dépose les armes. En réalité, Bachar el-Assad s'est éteint, son régime s'est éteint sous nos yeux. Petite précision par rapport à Guillaume Ancel, qui est toujours très bien informé. Dès mercredi et jeudi, les Américains à Washington commençaient à dire « Bachar al-Assad s'est enfui ». Et à l'époque, les milieux de renseignement américains, d'ailleurs on en avait parlé ici dans les réunions avec le rédacteur en chef Alban Mikosi, il y avait vraiment des rumeurs comme quoi Bachar al-Assad était en fuite, et les Américains à Washington, qu'on avait évidemment sous couvert d'anonymat nos sources, nous disaient il va partir, il est en train de partir pour l'Iran. C'est vraisemblablement la Russie où il est. Encore une fois, on n'a pas eu de confirmation qu'il est à Moscou. Ça a été simplement annoncé par l'agence TASS, mais pour le moment, il n'y a pas d'image d'Assad à Moscou. On va y revenir évidemment dans un instant sur cette fuite de Bachar el-Assad. Mais d'abord sur l'explication. Le président syrien, il a été lâché par ses alliés historiques, l'Iran et la Russie. C'est l'une des clés de compréhension de cette séquence. Écoutez, Bachar el-Assad, son régime s'est effondré, mais c'est clair. Il y avait donc une mutation, un bouleversement géopolitique qui a aidé à ces résultats. C'est les combats frontaux entre Israël et l'axe iranien. Le fait qu'Israël a attaqué le Hezbollah de grands coups, il est porté plus ou moins 70 à 80% des capacités de Hezbollah sont détruites. Et en Syrie, je rappelle que depuis 2013, Israël mène ce qu'elle appelait la guerre entre les deux guerres, de raids, d'une façon toujours, peut-être depuis quelques mois, il n'y avait pas d'espace entre les opérations israéliennes. Donc il y avait un travail israélien de sape. Vous voulez dire que l'affaiblissement du Hezbollah a joué, évidemment. Ce qui a joué l'anéantissement de Hezbollah et aussi le coup porté à l'Iran en Syrie et l'inefficacité des milices pro-iraniennes. Et en fait aussi la ligne aérienne comme les lignes terrestres de l'axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth sont coupées. Et pour cela, l'armée syrienne se trouvait seule. Et cette armée est faible. Depuis 2014, cette armée compte sur les milices iraniennes comme armée terrestre et sur l'armée de l'air russe comme armée de l'air. Et pour cela, la Russie qui s'est occupée en Ukraine et qui a fait beaucoup d'expérience sur Bachar al-Assad, à mon avis, Poutine a constaté que ce n'est pas la peine de faire un pari sur quelqu'un de cette nature. Et en même temps, les Iraniens étaient vaincus. Je pense que la tentative de faire un axe contre Israël et l'Occident en Syrie a échoué. C'est le résultat avec l'effondrement du régime. On sait aussi, de manière certaine, que la Turquie soutient très fortement ce groupe islamiste qui arrive donc au pouvoir. C'est quoi l'intérêt de la Turquie dans ce soutien ? Tout d'abord, pour la Turquie, c'est très important. La Syrie, elle rentre dans la géopolitique de cette expansion voulue par M. Erdogan pour faire en quelque sorte l'Empire ottoman dans le nouveau Moyen-Orient. La Syrie, c'est un pays pétrolier et gazier. C'est un accès vers la Méditerranée orientale. En même temps, la Turquie, elle a fait quand même des réfugiés syriens une monnaie d'échange vis-à-vis de l'Union européenne. Il faut rappeler quand même que la Turquie reçoit de l'argent européen chaque année pour recevoir et pour bloquer en fait les flux des migrations. Maintenant, 3 millions de Syriens en Turquie. Exactement. Et en termes de droit international, jusqu'aujourd'hui, la Turquie, elle occupe des terrains syriens
en raison bien évidemment de combattre les Kurdes. On sait bien que la Turquie elle a un acharnement contre bien évidemment toute la région de Rojava dans le nord bien évidemment de la Syrie. C'est pour cette raison il y avait cette relation de soutien avec l'HTS. Maintenant, bien sûr, la Syrie c'est un pays sur le plan géopolitique, il est très important. Il faut rappeler que quand même on est quand même face à un grand changement, au moins sur le plan géopolitique. Je crois que l'année 2024 c'est l'année pire pour le régime iranien. Il a perdu vraiment les piliers de proxy dans la région. Il lui reste seulement un seul pilier pour négocier avec l'Occident, qui est la question du nucléaire. Maintenant, sur la question de l'effondrement, j'apprécie beaucoup l'approche avec la métaphore avec l'Irak. Et il faut rappeler aussi que c'était quasiment le même scénario pour les Américains. C'est-à-dire, après la guerre du Golfe, les Américains ont fait des sanctions économiques contre le régime de Saddam Hussein. Et effectivement, ces sanctions économiques ont poussé à cet effondrement de ce régime. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les régimes de Bachar al-Assad. C'était un régime qui se finançait par... En plus, c'était un régime basse. Oui, c'est-à-dire, exactement. comme Saddam Hussein était un régime basse. Et le bassisme, à une époque, et notamment dans les années 80, séduisait les Occidentaux. Et à un moment donné, c'est l'effondrement total. Et donc, il y a beaucoup de parallèles d'un point de vue américain entre l'effondrement du régime irakien et l'effondrement du régime syrien et l'effondrement de deux dictatures. Sauf que cette fois-ci, je crois que les Américains ont bien appris ce qui s'était passé en Irak et donc ils n'ont pas fait une intervention militaire directe. Et là, il y avait une grande ingénierie. Vous parlez en fait comme pourquoi cet effondrement il était fait comme ça soudainement. Il faut rappeler que quand même en 2020, il y avait la loi américaine César qui était très importante sur le plan des sanctions économiques. C'est un pays qui n'arrive plus à avoir des fournitures de l'étranger, qui se finançait grâce à l'argent du drogue de Pentagon, effectivement. Et en même temps, il y avait l'effondrement de l'appareil, on va dire, sécuritaire et d'armement pour la Syrie. C'est-à-dire l'année dernière, il y avait quand même des bombardements de l'académie militaire de Homs en 2023. Il y avait la guerre entre l'armée turque et l'armée syrienne dans la frontière du pays en 2022. Je crois que effectivement, c'était seulement la goutte qui fait déborder le vase pour l'HTS. Bien évidemment, un groupe bien formé, qui a eu de l'expérience, qui a fait le passage bien évidemment, on parle de Al-Joulani, quand même, c'est un personnage qui est très, très, très clé. Il vient du sud de la Syrie, de Daraa. Al-Joulani, le chef de ce groupe islamiste au pouvoir aujourd'hui. Il prend le nom de Al-Joulani qui vient de Golan, mais il n'a rien à voir avec le Golan, mais c'est très symbolique et c'est fort. Mais ce qui était très important, c'était la fin d'un régime qui a marqué une certaine éternité. C'est ça, c'était le message d'Al-Assad. D'ailleurs, on le dit en arabe et ça rime. Al-Assad, Al-Abad, ça veut dire Al-Assad pour l'éternel. Et ça, c'est très, très important quand même. C'est pour ça qu'on voit cette joie chez la population syrienne, chez la population libanaise, partout dans le monde arabe. Maintenant, bien évidemment, après le passage de cette empathie, il faut penser à l'incertitude qui va venir par la suite. On va y revenir évidemment. Laurence. Petite information factuelle, il y a quelque chose qui était très intéressant à voir au moment où Donald Trump est à Paris samedi. Évidemment, nous tous, on parlait de l'Ukraine. Mais en fait, quand vous regardiez la composition de sa délégation, il y avait aussi ces deux conseillers en charge du dossier Proche-Orient, qui sont venus à Paris avec lui. Donc, à mon avis, les Américains, et certainement un jour on saura quand est-ce qu'ils ont été prévenus de l'effondrement du régime, mais samedi, lorsque Donald Trump est à Notre-Dame, en coulisses, les futurs conseillers de son administration en charge de tout ce qui va se passer au Proche-Orient sont quand même avec lui et viennent avec lui à Paris pour certainement être informés, le tenir informé et peut-être rencontrer des gens pendant que lui priait à Notre-Dame. Alors, quelle est la situation ce soir à Damas ? On va écouter les toutes dernières précisions de notre envoyé spécial à Stéphanie Pérez dans la capitale syrienne. Ce qui frappe, c'est encore l'extrême confusion dans les rues de Damas, avec ces centaines de rebelles islamistes armés à tous les ronds-points ou les carrefours. Alors, nous n'avons pas eu de difficultés à filmer aujourd'hui. Au contraire, on les sent plutôt désireux d'accueillir la presse étrangère. Mais on sent une extrême précarité. On n'a d'ailleurs pas vu grand monde, pas beaucoup de réfugiés à la frontière aujourd'hui, désireux de rentrer chez eux, parce que le climat reste très tendu. Vous l'entendez ce soir, des bombardements israélien qui continue. Israël qui affirme avoir visé aujourd'hui des dépôts d'armes chimiques pour empêcher les rebelles islamistes d'y accéder. Beaucoup de confusion donc. Et comme le reste de la population, eh bien, nous sommes soumis à un couvre-feu depuis 17h jusqu'à 5h demain matin. Guillaume Ancel, on vient d'entendre Stéphanie Pérez nous dire que les bombardements israéliens continuent ce soir sur la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous dit ?
En fait, Israël, je dirais, dans une approche très sécuritaire pour elle, se dit, il n'est pas question, ou plutôt, c'est une opportunité extraordinaire de détruire un maximum de stocks d'armement. Là où ils sont un peu inquiétants, c'est qu'ils affichent dans leur cible les stocks d'armes chimiques qui n'ont jamais été détruites par El-Assad. Détruire par des bombardements des armes chimiques, c'est extrêmement dangereux parce qu'on risque de provoquer des nuages de contamination. Détruire des stocks de roquettes et de missiles, je dirais que c'est tout à leur avantage parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est ça de moins qui tombera dans les mains d'un groupe quel qu'il soit qui sera tenté à un moment de le revendre et de l'exporter vers le Hezbollah. On est bien dans la stratégie qu'expliquait Qatar tout à l'heure, d'assèchement. Ils craignent qu'un réveil djihadiste syrien prend les relais de Hezbollah ou l'alternative. Mais après, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est une autre face de l'inquiétude israélienne. Mais il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez bombardé 2 dépôts d'armes qu'il n'y a plus d'armes, surtout au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'armes, oui. Voilà, ça permet de diminuer le risque pour Israël. Et puis on voit bien que pour Israël, c'est un pivot qu'ils viennent d'activer, puisqu'ils coupent physiquement, géographiquement, le Liban et surtout le Hezbollah au Liban, de l'Iran et de l'Irak. Et par conséquent, ils ont réussi, alors pas eux seuls, mais un retournement de situation complet, si l'on considère que Vladimir Poutine a vraisemblablement déclenché l'attaque du 7 octobre par le Hamas pour créer un deuxième front, comme une diversion par rapport à l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est un vrai boomerang pour lui parce que non seulement ce deuxième front se retourne, mais il se retourne contre lui-même. Il n'est plus capable d'assurer à ses alliés au Proche-Orient qu'il est encore en mesure de les protéger militairement. Je voudrais à présent qu'on voit un reportage édifiant réalisé par donc notre équipe actuellement en Syrie, avec cette prison de Saïd Naya qui se situe à 30 km de Damas et qui est donc devenue au fil du temps l'un des symboles des persécutions du régime de Bachar el-Assad, l'un des symboles de la violence de cette répression. Et ce soir, des milliers de personnes sont massées devant cette prison à la recherche d'un détenu ou d'un disparu. Les témoignages sont bouleversants. C'est Ambroise Boulais qui commente ces images. Regardez. C'est l'espoir qui guide leurs pas. Depuis hier, ces familles ont de l'horreur du régime Assad. Ces Syriens espèrent y retrouver leurs proches, dont ils sont sans nouvelles depuis parfois des années. À l'intérieur, des prisonniers tout juste libérés. Certains soulagés, d'autres hagards. Lui ne parvient pas à marcher. Dans le quartier des femmes, elles sont réticentes à quitter leur cellule. N'ayez pas peur, vous pouvez sortir maintenant. Nous sommes avec la révolution. Difficile d'imaginer ce que les détenus ont vécu entre ces murs. Prisonniers politiques, torture à grande échelle, exécution sommaire. Saïd Naya est surnommé l'abattoir humain du régime de Bachar el-Assad. À l'intérieur, nous avons trouvé des incinérateurs, des broyeurs, du fer. Ils écrasaient les détenus, puis les incinéraient. Il y a aussi des potences et de l'acide corrosif. Les gardiens ont pris la fuite. Alors ces hommes cherchent à comprendre les plans de la prison. Ils craignent que des prisonniers soient encore détenus dans des cellules inaccessibles. Ils fouillent les moindres recoins, percent les murs, creusent les sous-sols, à la recherche des entrailles secrètes du bâtiment. Où ont-ils caché les prisonniers? Les gardiens et les militaires se sont enfuis, mais où ont-ils mis les prisonniers? Jusqu'à présent, personne ne savait qui travaillait dans cette prison. Mais maintenant, nous avons tous les noms des officiers. Et grâce à ces documents, ils devront rendre des comptes avant même le tyran Bachar el-Assad. Tant de détenus sont entrés ici sans en ressortir. Sont-ils encore vivants dans les profondeurs de la prison ou ont-ils été massacrés? Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 100 000 personnes ont péri dans les prisons du régime. Cette répression d'une violence inouïe dont ce reportage est le témoignage, elle traduit quoi? Elle traduit cette manière pour Bachar el-Assad de garder le pouvoir finalement grâce à cette répression? En dehors de cette ressemblance qu'on peut faire avec d'autres dictateurs, mais Saïd Naya, c'est vraiment, je dirais, un laboratoire d'enfer et de torture, parce que c'est exceptionnel sur le plan, je dirais, tactique. C'est une région qui est à 30 km de Damas, isolée de la région urbaine, qui était gérée
d'une façon ou d'une autre par le bras droit de Bachar al-Assad, son frère Maher al-Assad. Et c'était une prison qui est connue depuis des années. D'ailleurs, même en 2008, je me rappelle bien, il y avait un grand conflit entre les prisonniers et bien évidemment les gardes de cette prison, qui était connue d'ailleurs comme étant la prison pour la mouvance islamiste dans le pays. Maintenant, c'est pas la seule. En fait, il y en a d'autres prisons. Il y a la prison de Hama, il y a la prison également de Tchodmor, qui est aussi exceptionnelle en matière de torture. Mais les images, c'est très important et significatif. Généralement, dans le cadre de révolution, on voit le peuple s'attaque vers les palais. Mais là, les peuples, ils s'attaquent directement vers les prisons. Et ça, d'une façon symbolique, il est très important. Dans un autre point que j'aimerais bien aussi souligner, c'est que beaucoup de combattants aujourd'hui de l'HTS, ils ont fait passage par Sidnaïa. Ça, c'est un élément qui est important parce que quand même, ce régime, il avait l'excellence et le savoir-faire de fabriquer le terrorisme. En 2003, pendant la guerre de l'Irak, il a envoyé ou facilité l'envoi de certains combattants, notamment de Joulani, qui a fait son passage en Irak. Il a passé même pour les Américains comme étant un Irakien. Il a fait la prison en Irak. Et après, il fait son comeback pour le retour en Syrie à partir de 2011, avec bien évidemment des passages multiples, une fois avec l'État islamique et par la suite avec Al-Qaïda, la création d'un Nosra, après faire du marketing politique pour devenir l'HTS. Mais quand même, parce qu'il faut se méfier de cette organisation, en dehors de cette empathie qu'on peut le voir des jours après la Révolution, mais quand même on est face à une organisation qui est un petit peu différente de l'islam politique classique connu dans cette région, c'est-à-dire les frères musulmans, les salafistes, mais là on est en train de voir une nouvelle idée. C'est le djihadisme politique. C'est comment des groupes djihadistes arrivent à créer un État et viser la gouvernance. Ils ont commencé par la préfecture d'Idlib où ils ont montré une capacité à gouverner et à faire des relations même avec d'autres pays, parce qu'il y avait des bonnes relations avec la Turquie pour tout ce qui est avoir le fait d'avoir des fournitures, avoir de l'alimentation qui rentrait. Il y avait même une gestion de Idlib, créer des relations avec les minorités, notamment les chrétiens de l'Orient dans cette région. Et donc je crois qu'il y a aussi une sorte d'une ascension programmée pour avoir le pouvoir par la suite. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas pour aujourd'hui en Syrie. Il faut qu'on soit très, très réaliste là-dessus. Et il faut se méfier de certains groupes terroristes. Les Américains, ils ont quand même un regard centralisé sur l'État islamique. Mais HTS, c'est quand même un groupe très dangereux. Je crois que les Américains, dans les premières déclarations qu'ils font, sont extrêmement prudents. Et ils savent très bien que HTS avait aussi des relations avec Baghdadi, qui était vraiment l'un des terroristes les plus recherchés par les Américains à un moment donné. Les États-Unis déterminés à ne pas laisser l'État islamique se reconstituer en Syrie, c'est ce que dit ce soir Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Oui, parce qu'Anthony Blinken, c'était à un moment donné l'adjoint de Joe Biden, quand Joe Biden était le vice-président de Barack Obama, et l'administration Obama sur le dossier syrien en Europe, on a toujours l'impression qu'on parle de la ligne rouge et du fait que Barack Obama n'est pas bombardé au moment où des armes chimiques ont été utilisées, mais l'administration Obama, durant les 2 mandats entre 2008 et 2016, a fait une guerre de l'ombre absolument impitoyable qui s'est passée en Syrie. Je prends pour exemple une femme qui s'appelle Kayla Mueller, qui était une jeune otage, qui a été enlevée, qui faisait de l'humanitaire. Et Barack Obama avait une passion pour cette jeune fille. Il pensait que c'était la jeune femme qu'il fallait sauver. C'était une jeune fille d'Arizona qui était partie faire de l'humanitaire en Syrie, qui à un moment donné s'est retrouvée enlevée très rapidement en Syrie, qui a été la compagne visiblement violée, torturée d'un terroriste. Et Barack Obama avait monté dans l'ombre une opération spéciale qui a échoué pour essayer de libérer Kayla Mueller. Et toute la politique de Barack Obama en Syrie, en dehors évidemment de ne pas bombarder en revanche des armes chimiques utilisées, était faite pour lutter contre les terroristes qui avaient enlevé ces jeunes américaines. C'est une image pour les Américains, Kayla Mueller, ça, c'est de la propagande politique de M. Obama. M. Obama, chère madame... Non, mais on ne va pas refaire la politique d'Obama ici. On parle de quelque chose qui touche le peuple américain. Quand vous parlez, monsieur, aux gens, aux Américains qui ne connaissent pas comme vous la culture, on le sait, qui s'intéressent plus à leurs problèmes aux États-Unis, eh bien, pour eux, la Syrie, c'est ce visage. C'est un problème immense. Et jusqu'à maintenant, même, il y a un journaliste américain qui a été en otage chez le régime. Foley, voilà. Donc, dans cette région du monde, bien sûr, les valeurs humaines sont bafouées par beaucoup de groupes
Mais c'est la spécialité des régimes, même la fabrication du terrorisme dans cette zone du monde. Croyez-moi, par exemple, Al-Golani, car en fait, même s'il dit qu'il s'appelle Ahmad al-Shara, qu'il est originaire du sud de la Syrie, on a encore des interrogations sur sa véritable identité, jusqu'à maintenant. Et c'est quelqu'un qui a fait une mutation. Il a été envoyé par les services de renseignement de l'armée de l'air syrien en Irak. Et ça, c'était une spécialité syrienne. De chaque terroir, un service syrien a un groupe terroriste. Tout à fait. Sous la main. Et comme ça, l'Iran aussi a ses groupes terroristes. D'autres États de la région ont des États. Ces groupes terroristes ont fait de la Turquie le meilleur passage sous l'œil de l'Occident. Donc, il y a quand même... Le terrorisme n'est pas simplement une émanation d'un islam politique radical. Il est aussi manipulé par beaucoup d'États à travers de la planète, au point que l'État islamique Daesh, c'était vraiment un holding terroriste. Un jour, on aura tous les secrets. Mais pour le moment, HTS, oui, il faut se méfier jusqu'au bout. C'est un djihadisme local qui essaye de s'imposer. Mais en Syrie, après 54 ans de régime dictateur terrible, on n'attend pas un résultat extraordinaire. Comme il disait, la démocratie n'est pas pour demain. Mais il faut accompagner ça. Éviter que les modèles irakiens ou les modèles libyens soient reproduits en Syrie. Et ça, c'est une responsabilité de l'Occident et des pays arabes. Il faut travailler ensemble pour trouver le bon chemin. Et il faut aussi coordonner avec les Israéliens. Sinon, on détruit tout. Et cette région reste comme ça, une région qui fait mal pour elle et pour les autres. Et ce soir, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, se disent, je cite, prêts à coopérer avec donc ce groupe islamiste sous certaines conditions, évidemment. Avec quand même deux aspects. D'abord, il n'y a pas que ce groupe. Il y a l'armée libre du Liban, il y a les Kurdes, il y a une multitude de factions, et c'est la particularité de la Syrie, bien évidemment, d'être un État complexe. Et par conséquent, là, on focalise sur un seul acteur, parce que c'est celui qui a pris Damas, mais là, le puzzle est plus compliqué. Et puis, la deuxième chose, c'est que, pardon, mais on a l'impression qu'on est en train de bouder notre plaisir. On a réussi à faire tomber Bachar el-Assad, qui était quand même le boucher de Damas. Et moi, je suis désolé, mais même si, bien sûr, il faut être très prudent sur ce qui va se passer dans l'avenir, et on va tout faire pour accompagner la Syrie. Oh, mais quel bonheur d'avoir pu se débarrasser de ce monstre. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure à travers, je termine juste, avec la prison. C'est que c'est un homme qui a mis la terreur au service de sa politique. Et quand je pense qu'il a été reçu et soutenu par tous les extrémistes en France, l'extrême droite comme l'extrême gauche, pendant 12 ans, on a osé aller montrer qu'on était content d'aller à côté de Bachar el-Assad. C'est eux d'ailleurs aujourd'hui qui viennent nous dire « Ouh là là, mais ça va être terrible. Vous vous rendez compte, le départ d'Assad, on va avoir une vague migratoire. On va surtout avoir des millions de Syriens qui vont enfin pouvoir rentrer dans leur pays. » Après qu'on soit prudent et qu'on suspende temporairement l'examen, bien sûr, des demandes d'asile, c'est normal. Parce que là, il faut savoir ce qui se passe. Et puis surtout, il ne faut pas laisser rentrer des affidés d'Assad venir se réfugier en France. Ce serait quand même grotesque. Mais il faut surtout se réjouir que Assad ait été renversé. Effectivement, il y a un certain nombre de précautions évidemment qui sont prises sur les demandes d'asile. On y reviendra tout à l'heure. Avant de vous rendre, on va revenir en images sur le parcours d'Al-Joulani, qui est donc le nouveau maître de Damas ce soir. Et il a, semble-t-il, un petit peu adouci son discours. On regarde son portrait avec Benjamin Delombre. C'est en apparence du moins une transition en douceur. À gauche, en costume bleu, le Premier ministre syrien sortant. Face à lui, Abou Mohamed Al-Joulani, le nouvel homme fort du pays qui semble jouer l'apaisement. Nous avons encore besoin de l'ancien gouvernement. Aujourd'hui maître de la Syrie, Al-Joulani est un vétéran du djihadisme. En 2003, le jeune homme rejoint l'Irak pour combattre les Américains. Arrêté, il est incarcéré dans les geôles d'Abu Ghraib, où il se tisse de solides relations avec des figures du terrorisme international, dont le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi.
Jolani, que l'on voit ici en 2013, se rapprochera plus tard d'Al-Qaïda avant de rentrer en Syrie, en pleine guerre civile. Son groupe s'appelle désormais HTS, Organisation de Libération du Levant. Il règne sur la région d'Idlib. Certains de ses combattants sont accusés d'exaction. Jolani voit sa tête mise à prix $10 millions par le FBI. Mais dans le même temps, il opère un changement de style et de ton. Il taille sa barbe, il abandonne son turban et modère son discours. Une stratégie très étudiée. C'est quelqu'un qui, assez tôt dans le conflit, a montré une capacité à manœuvrer selon le sens du vent. Jolani est dans une entreprise de séduction vis-à-vis des Occidentaux. La séduction est peut-être un peu excessive, mais de dédiabolisation. Hein. Illustration de cette métamorphose calculée. Il choisit une femme et la chaîne américaine CNN pour sa première interview. Les gens qui se méfient d'un gouvernement islamique en ont peut-être vu de mauvais exemples. Reste à savoir quel destin l'homme qui a choisi hier la mosquée des Omeyyades pour s'afficher en maître de la Syrie réservera aux minorités du pays, les Kurdes et les chrétiens notamment. Alors, quand on voit le CV, entre guillemets, d'Al-Joulani, on se dit que, bon, il ne va pas forcément devenir un démocrate du jour au lendemain. Entreprise de séduction, de dédiabolisation, vous êtes d'accord avec cette analyse en ce moment ? Je crois qu'il a fait beaucoup de marketing politique ces derniers temps pour se montrer qu'il est un dirigeant sage, qui accueille en fait toutes les minorités de la Syrie. Mais quand même, il y a beaucoup de symboles. Le discours hier dans la grande mosquée des Omeyyades, c'est très important. Ça rappelle aussi quand même un discours vers ce qu'il appelait la Oumma, on va dire la nation. Ouais. Il a parlé de nation islamique. Et la nation islamique, effectivement. L'interview pour le CNN, c'était un interview pour le CNN, c'est-à-dire c'était un interview où il faut donner du contenu qui va bien évidemment séduire l'audience de CNN. Mais du coup, est-ce qu'on peut le croire ? Parce que c'est ça la question ce soir. Non, moi je crois que l'expérience que nous, personnellement, dans le Moyen-Orient, on ne croit pas à l'islam politique. Et il faut le dire d'une façon très claire. On craint même qu'un scénario d'un nouveau printemps arabe vienne dans cette région. Le plus important, je crois que pour plus parler de l'avenir, c'est que l'arrivée de Trump va bien évidemment changer la donne. Je crois qu'on va aller vers une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite parce que ça sera le jackpot pour l'administration de Trump dans cette région, surtout avec l'affaiblissement de l'Iran actuellement. Et pourquoi pas de rentrer en négociation entre les Américains et les Iraniens concernant la question du nucléaire. Ça, c'est vraiment les perspectives sur lesquelles on peut bien évidemment voir la région. Ce qu'on sait, précision par rapport à ce que vous venez d'évoquer et le rôle que l'Arabie Saoudite va jouer sous une administration Trump, on sait que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a des liens extrêmement étroits avec les Saoudiens de par son fonds d'investissement basé en Floride. Et on sait aussi que Charles Kushner, qui sera vraisemblablement le prochain ambassadeur américain en France, qui est le beau-père, le père de Jared Kushner, et donc affilié à la famille Trump, aura certainement aussi des liaisons à Paris et en Europe avec des diplomates, notamment saoudiens. Al-Joulani, un islamiste modéré, est-ce qu'on peut y croire ? Ou en tout cas un peu plus ouvert ? Oui, mais c'est quelqu'un cynique qui cherche de s'imposer. Moi, je pense que le test pour Goulani, c'est d'accepter le pluralisme. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, un jour après, il m'inquiète. Pourquoi ? Car son premier discours disait « on laisse l'ancien gouvernement Assad gérer les affaires courantes ». Aujourd'hui, il amène son protégé d'Idlib, celui qu'il a désigné là-bas, président de ce qu'on appelle gouvernement du salut, qui a fait là-bas, lui, là-bas, il a fait un laboratoire. Et c'est vrai, dans ce laboratoire, il a géré mieux la région, malgré qu'elle n'a pas beaucoup de ressources, mieux que le régime de Bachar et mieux que les forces démocrates syriennes. Et c'était pas vraiment la charia à Idlib. La charia a caché un peu, mais quand même. Simulé, en fait. Même en Syrie, de faire de la Syrie, c'est un pays qui a été, avant les bases, un pays rayonnant. Un pays vraiment berceau de civilisation. C'est pas n'importe quoi. Et pour cela, mettre la Syrie, faire de la Syrie un Afghanistan au Moyen-Orient, impossible. Et pour cela, il ne faut pas oublier, il n'y a pas que Golani à Damas. Il y a de Druze à Souaïda, qui ont représenté historiquement une force en Syrie. Il y a aussi les gens du sud de la Syrie, à Daraa, où la révolution a commencé. Ce sont différents. Et il y a aussi les Kurdes
Dans le nord. Il y a les Alaouites, il y a les chrétiens, il y a les forces démocrates syriennes. Et pour cela, la Syrie, c'est une mosaïque. Et il faut, si Golani ne respecte pas cette mosaïque, il va être un nouveau Assad. Et ce sera accepté. Il ne va pas perdre. Assad, il a perdu avec son père 54 ans. Lui, il ne perdra pas 54 jours. Donc, à mon avis, c'est clair, ce serait une période transitoire. Pas facile du tout. Plein d'énigmes et d'interrogations. Et pour cela, je parle d'accompagnement et aussi de sagesse. Alors, les événements s'accélèrent.